Du coup, bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont arrivés entre-temps, qui sont déjà depuis quelques minutes. Bienvenue pour ce midi de la FI, donc réservé cette fois-ci au sujet du projet diagnostic phonébati dont on va discuter aujourd'hui. Euh, donc, je vais repasser sur le diapo. Hop. Donc, pour rappel un petit peu, parce qu'on a ouvert le format d'aujourd'hui qui est habituellement réservé aux adhérents, à d'autres publics, d'autres partenaires aussi. On a utilisé les canaux de communication un peu plus larges que d'habitude pour vous permettre de participer, parce qu'on a trouvé le sujet intéressant et puis que c'était aussi un moyen de montrer ce qu'on fait à la FI. Et du coup, je me permets peut-être un petit rappel sur ce qu'est la FI. Donc, on est bien une association euh, française interprofessionnelle des écologues. Et nos grandes missions, c'est de favoriser la prise en compte de l'écologie globalement dans tout ce qui peut se faire et dans de plus en plus de choses, heureusement, et promouvoir cette profession-là et en fait surtout échanger entre nous, partager des choses, nous mettre en réseau, monter en compétences collectivement avec des formats comme celui d'aujourd'hui, d'autres aussi qu'on a en interne et de quoi échanger. Donc on a bien sûr ces actions-là de mise en réseau avec des événements comme aujourd'hui. On essaie aussi de relancer des choses un petit peu différentes qui se sont déjà faites ou des choses nouvelles comme par exemple des cafés-débats, d'autres formats pour se rencontrer. Et une autre de nos grosses parties, c'est aussi de représenter les écologues à travers la FI dans tout un tas d'instances et de comités. Et je pense que c'est le cas aussi pour lequel on a été sollicité dans le cadre du projet Diagnostic Phonématique. Et donc, en fait, on a la particularité d'avoir directement la voix de nos adhérents, de porter directement la voix de nos adhérents dans ces instances-là, dans ces comités. Et donc, on organise systématiquement, quand on nous consulte, une consultation des membres, alors qu'on fait soit par mail, soit lors d'événements comme celui-là, ce qui nous permet en fait d'avoir euh, une représentation qui est le plus proche possible de ce que nous font remonter les écologues sur le terrain, les écologues dans les différentes structures auxquelles elles participent. Et aussi bientôt un nouveau volet, enfin nouveau, qu'on restructure sur les formations, participer à un petit peu la, la montée en compétences des formations initiales, formation continue sur la biodiversité et l'écologie, avec des recherches volets de formateurs et tout ça. Je ne sais pas trop faire de teasing, parce qu'on aura plein de communication là-dessus prochainement. Rapidement aussi, l'organisation interne, donc comme on est une association, il y a forcément un comité d'administration, des administrateurs dont on est plusieurs à faire partie aujourd'hui. Et après, voilà, on organise différents groupes de travail forcément sur différents sujets qu'on est encore en train de restructurer et on a plusieurs outils de communication et de veille en interne. Je me rends compte que j'ai pris la partie de Robin. C'est pas grave. Et alors, on est combien? On est Est-ce 12 administrateurs et une salariée, Mélanie, qui est avec nous aujourd'hui. est-ce que vous pensez que c'est pertinent de faire un tour de table ou pas? Ça peut peut-être l'être pour Ouais. effectivement voir un petit peu les profils des gens qui sont présents à la FI très Ouais. rapidement. Ok. Eh ben, vas-y, Mélanie. Oui, À je toi l'honneur. commence. T'as la parole. Donc Mélanie Cornet, donc je suis chargée de mission à la FI. Je suis également ingénieure écologue hein, de formation, d'abord issue du monde du bureau d'études. Aujourd'hui, j'ai la particularité de travailler plutôt pour donc en indépendant, plutôt pour des associations et fédérations professionnelles, donc dont la FI et dont l'AIGECO, dont la FI assure la présidence, qui est une tête de réseau qui fédère justement les réseaux professionnels. Donc ça veut dire beaucoup de travail en collaboratif et en réseau pour structurer notre filière de l'ingénierie et du génie écologique, qui est une nouvelle filière qui est montante. Et là-dedans, du coup, la fille qui assure la présidence de l'AEGECO a tout son rôle à jouer en faisant remonter, comme on le disait, tous les besoins, les retours d'expérience des écologues à titre individuel. Voilà. Je vais passer la parole, ce sera plus simple. Ensuite, Robin. Oui. Donc Robin Chalot, je suis écologue urbaniste, administrateur de l'AFI. Je co-anime avec Alan le suivi de ce projet-là au sein de l'AFI et notre participation aux différents ateliers. Et donc je pourrais vous en dire un petit peu plus puisque j'ai assisté à l'un d'entre eux récemment.
Du coup, je vais te rendre la parole sur le reste parce que je t'ai volé ta Ça partie, ça se marche. fait pas. Pas de souci. Dans le flot de l'action, je me suis laissé aller. Moi, c'est Alan Meeus, je suis écologue également. Je travaille pour ma part à l'Agence nationale de la biodiversité Centre-Val de Loire euh, depuis quelques années, avant la Fédération des conservateurs d'espaces naturels aussi sur d'autres sujets. Ensuite, Cédric. Et bonjour, donc Cédric Fagot, consultant indépendant et administrateur de l'AFI. Moi, je travaille principalement en ce moment sur un sujet qui s'appelle le préjudice écologique dans le domaine de la justice environnementale. Ensuite, Abel. Oui, bonjour. Donc, Abel Singal, moi je suis responsable de projet Nature en Ville à la LPO France. Et donc, notamment à la LPO, je m'occupe de copiloter le projet Diagnostic Faune et Bâti, qui est le sujet de ce webinaire. C'est un peu la raison de ma présence et merci pour l'invitation. Ensuite, j'ai Jules. Bonjour, Jules Boileau. Donc moi aussi, je suis au CA de l'AFI et je travaille pour un bureau d'études théorico sur des évaluations de biodiversité au sens large, pas spécifiques sur le bâti. Ensuite, j'ai pas le prénom, je suis désolé. Monsieur Ponsonnaille. Oui, déjà que Ponsonnaille, c'est long, c'est Guillaume derrière. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, parce que moi, je ne suis pas au CA de la FI, je ne suis pas adhérent, peut-être très prochainement, mais j'apprécie déjà beaucoup l'ouverture sur ce type de présentation et d'échange, et ça me fera l'occasion de connaître la FI. En toute honnêteté, j'étais en train de chercher aussi en parallèle et de creuser un petit peu plus, donc voilà, ça va se faire dans les prochains temps. Je suis écologue de formation. J'ai passé 20 ans en direction d'un syndicat de rivière, donc une grosse spécialisation milieu aquatique. Et depuis quelques années, je travaille en indépendant pour accompagner les acteurs économiques à mieux intégrer les enjeux environnementaux le plus en amont possible des projets et développer avec des réseaux d'acteurs spécialisés tout ce qui est lié aux préconisations et accompagner aussi les séquences des mesures ERC sur tous ces projets-là, et ça va éventuellement jusqu'au suivi de travaux selon les types de travaux. Voilà. Et merci encore pour, je me répète, mais merci encore pour cette ouverture aux non-adhérents. Tant mieux, on est content, c'était l'objectif, si ça plaît à une personne, c'est déjà gagné. Ensuite, j'ai Aurélien Dupuis. C'est bon. Bonjour à tous. Aurélien Dupuis, je suis ingénieur environnement et écologue, membre de l'AFI et voilà, je suis à mon compte en tant que consultant. Voilà. Ensuite, alors je sais pas si c'est le nom ou le prénom, Lucas. Bonjour, Ludovic Lucas. Euh, je travaille à l'agglomération de La Rochelle. Je suis en charge de la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales et en charge de la classe de la biodiversité intercommunale de l'Agglo. Ok. Ensuite, j'ai Gabriel. Hop, oh là là. C'est bon. Bonjour, Gabriel Chirac, écologue et membre de la FIE, et je travaille chez Ecoya, donc qui est une société qui fait et de l'aménagement du territoire et un peu de réglementaire, et pas mal de certifications bâties, tout ce qui va être biodiversity, choses comme ça. Ok. Voilà. Ensuite, Pierre. Bonjour, je suis Pierre Chalard, je suis conservateur général du patrimoine, archéologue, et j'ai débuté un congé scientifique de formation qui est co-encadré par l'Institut national du patrimoine et la zone atelier Pyrénées-Garonne, qui est un dispositif du CNRS. Et le thème de mon sujet d'étude, c'est patrimoine archéologique et biodiversité, espace refuge pour une conservation intégrée. Et donc, en fait, c'est le bureau d'études Landarc qui m'a fait connaître votre association. Je ne connaissais pas du tout et je vous remercie de l'avoir ouvert à des non-membres de la FI et je vais vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci encore. Avec plaisir. Monsieur Olifren. Audifrin, c'est moi? Oui, vraisemblablement. Donc, je suis Pierre Audifrin, je suis écologue et aussi depuis une éternité. Ancien président d'ailleurs, et ce qui me fait plaisir, c'est que je ne reconnais plus personne, donc ça veut dire qu'il y a
il y a du renouvellement. Et aujourd'hui, je travaille sur biodiversité dans le bâti avec le label Biodiversity du CIBI. Et aussi comme bénévole à la LPO. PACA. Ça marche, effectivement. On se reconnaît même pas, je connais même pas les anciens présidents. Natacha? Alors, donc, bah, Natacha Cléré, c'est la deuxième réunion de la FI ouverte aux non-adhérents à laquelle je participe. Donc, il va vraiment falloir que je passe le cap et que je m'occupe des papiers. Et du coup, je suis écologue à mon compte et moi, j'ai déjà été sollicitée par une Comcom pour réaliser du diagnostic avifaune et bâti et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau, c'est le cas de le dire, voilà, sans savoir comment prendre la problématique avec des contraintes de temps et de période de prospection qui n'étaient pas forcément très favorables puisque je suis en zone montagne avec, voilà, avec des contraintes et c'est de trouver aussi un peu comment faire pour concilier tout ça. Et puis, encore une fois, je m'ajoute aux autres, mais merci d'avoir ouvert ça aux non-adhérents ou ceux qui traînent pour le devenir. Et du coup, voilà. Ça marche. Pas de souci, encore une fois. Ensuite, Claire? Oui, bonjour, donc je suis Claire Poisson. J'ai travaillé 5 ans en bureau d'études et actuellement je travaille chez CDC Biodiversité, qui est une structure qui s'occupe de la compensation écologique et le dimensionnement des mesures de restauration, depuis la recherche foncière, en passant par les travaux jusqu'au suivi après travaux. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai Laure. Je vous- Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Donc, Laure Jouet, donc moi je suis écologue de formation. Je travaille actuellement à Synergis Environnement, donc il y a un bureau d'études en environnement et écologie. Et donc on est amené régulièrement à travailler sur les sujets faune et bâti, donc que ce soit dans le cadre de labellisation, certification ou de mesures de compensation. Donc très intéressé évidemment par le sujet. Ensuite, Nicolas. Bonjour, Nicolas Sandoz, écologue du bureau d'études DEMO. Je découvre l'AFI que je connaissais juste de nom et nous on travaille régulièrement sur les sujets de biodiversité dans le bâti, donc inventaire sur tous les cortèges, dossiers de dérogation et suivi de mesures. Et on a notamment aussi participé avec Emmanuel Demargerie au développement de la méthode de film des martinets pour l'identification des nids en bâti. Donc le sujet nous intéresse pas mal en général, donc c'est pour ça qu'on s'est inscrit pour cette petite rencontre qui a l'air bien intéressante. Merci en tout cas. Ensuite, j'ai Fanny. Oui, bonjour. Ben, moi, j'ai découvert la fille là récemment. Du coup, je suis chiroptérologue depuis voilà, 25 ans. Donc, je fais pas mal d'aménagements sur des bâtiments, sur les chiroptères. Et c'est vrai que sur les différentes études, je commence à voir de plus en plus la problématique hirondelle, martinet. Et je suis à mon compte à Chiroico. Merci. Ensuite, si je perds pas le fil, j'ai Clara. Oui, bonjour. Moi, je suis étudiante en Master 2, Biodiversité, Écologie, Évolution. Et j'ai adhéré à la FI il y a quelques mois. Et donc, je suis venue par simple curiosité parce que le sujet m'intéressait. Avec plaisir. Les étudiants sont les bienvenus à la FI. Ensuite, j'ai Anthony. Alors, en attendant, sinon, j'ai Elian. Oui, bonjour. Du coup, Elian Verdoux, écologue pour la direction de la biodiversité à Besançon. Et du coup, c'est une réunion qui m'intéresse. Déjà, je connaissais pas la FI. Et donc c'est un travail qui est intéressant en effet. Et puis nous, on a pas mal, oui, de problématiques sur faune du bâti avec soit beaucoup de démolitions en ce moment. Donc voilà, c'est pour un peu mettre mon nez là-dedans et un peu y voir un peu plus clair, voir un peu ce qui se fait à droite à gauche. Ça marche. Donc là, par contre, maintenant, j'ai perdu le fil. Donc, je sais pas si Anthony, tu as eu le temps de...
Non, je pense pas. Et sinon, qui c'est qui n'aurait pas pu ou eu le temps de se présenter? Bon, bah, je pense que du coup, on peut avancer. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans la discussion, qu'on puisse savoir ce qui vous amène, avec plaisir, pour savoir un petit peu quel public on a, quelles sont les compétences qu'on peut mobiliser, et puis savoir aussi si vous êtes intéressé, comment est-ce qu'on peut vous contacter. Euh, du coup, Robin, je te passe la main. Oui. Donc, on va vous présenter un petit peu le principe de ces ateliers qui sont pilotés notamment par la LPO. Et puis, si jamais j'oublie des choses importantes, je compte sur Abel pour compléter. Mais je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on ait le temps d'échanger, puisque l'objectif ici, c'est surtout d'avoir l'occasion auprès de nos membres, mais aussi de personnes d'extérieur, d'avoir des retours d'expérience pour que lorsque certains d'entre nous iront participer aux prochains ateliers, on puisse apporter un maximum d'informations, sachant qu'on n'est nous-mêmes pas nécessairement experts du sujet, on est vraiment preneur de vos expertises à vous. Alors, ce qui a motivé ce projet, c'est le fait que c'est un constat. On a des espèces qui sont inféodées au bâti, qui relèvent de taxons assez variés. On a là l'exemple des chiroptères, mais on a évidemment beaucoup d'oiseaux qui sont concernés également, et également des amphibiens, des reptiles qui peuvent profiter de certaines constructions pour faire leur nid ou s'y reproduire. Un grand nombre d'entre elles sont des espèces protégées, ce qui signifie que leurs habitats le sont également. Mais malheureusement, comme c'est un sujet qui n'est pas forcément pas nécessairement sensibilisé, il y en a un grand nombre qui disparaissent sans que les voies réglementaires qui doivent être suivies ne soient forcément activées. En plus de cela, on a des pressions qui aujourd'hui se font de plus en plus fortes. Le fait qu'avec la rénovation énergétique, on a beaucoup de ravalement de façades et à cette occasion de comblement des cavités qui peuvent exister. Des opérations de rénovation et de reconstruction qui vont être d'autant plus fréquentes du fait de l'objectif zéro artificialisation nette, qui vise à décaler un petit peu la pression de la construction neuve vers la rénovation de l'existant. Et puis, de manière plus générale, des habitudes architecturales, des techniques qui sont moins favorables à créer des conditions qui permettent à ces faunes, enfin à ces espèces de s'implanter sur le bâti. Antérieurement, on a eu un projet de la LPO sur la rénovation du bâti et la biodiversité qui a fait l'objet de groupes de travail avec les acteurs de la rénovation et qui a conduit à la publication d'un guide technique que je vous recommande assez fortement. On en avait également un autre qui a déjà un peu plus de 10 ans, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Biodiversité et bâti. Et qui est également, malgré son ancienneté, toujours très pertinent et toujours très intéressant sur ce sujet. Mais à cette occasion, il a été identifié la nécessité de travailler davantage sur les méthodes de diagnostic qui, pour l'instant, faisaient l'objet d'habitudes parfois très différentes entre les acteurs d'un bout à l'autre du territoire. Et d'essayer de les rendre un petit peu plus systématiques dans le cadre des projets. Donc, copilote ce projet la LPO, dont on a déjà parlé, la FCEN et la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, avec l'OFB comme financeur. Et deux objectifs ont été dégagés, le fait d'élaborer une grille d'analyse et ensuite de construire un guide technique sur la réalisation de ces diagnostics. Je vais revenir dans le détail sur chacun de ces deux objectifs par la suite, avec deux diaporamas qu'on a honteusement piqués à la LPO.
Le premier objectif, donc la grille d'analyse, l'idée de cette grille, c'est de construire un outil qui soit là pour sensibiliser les professionnels qui ne sont pas écologues. Donc il ne s'agit pas de remplacer un diagnostic plus complet d'état des lieux d'un bâtiment, mais plutôt de donner un outil pour permettre aux autres acteurs de s'approprier le sujet et de se rendre compte que même s'il n'y a pas forcément eu d'observation d'animaux qui nicheraient dans le bâti, eh ben, on peut trouver un certain nombre de traces de leur présence, ou en tout cas d'éléments du bâti qui peuvent permettre leur implantation à un moment donné, et donc d'avoir une petite analyse avant le démarrage des travaux et même de leur conception pour impulser une démarche et ensuite faire intervenir les écologues. Et le deuxième objectif, c'est cette fois-ci à destination des professionnels écologues, la construction d'un guide technique avec pour objectif de rassembler ce qui se fait à l'heure actuelle sur les territoires, les habitudes et les retours d'expérience que peuvent avoir un certain nombre de structures, que ce soit des bureaux d'études, des associations ou autres, pour essayer d'harmoniser un petit peu et de donner un certain nombre d'éléments techniques sur quelles sont les bonnes pratiques à suivre et qui puissent potentiellement, en tout cas c'est l'espoir, derrière, dans un second temps, conduire à une normalisation peut-être réglementaire qui fasse que ces diagnostics soient faits de manière plus systématique et qu'un minimum de préconisations soit fait avant tout travaux. Donc là sont visés notamment l'avifaune, les chiroptères et les herpétophones, et ça s'appuie sur les retours d'expérience que permettent de compulser les différents ateliers. Donc dans le planning, ici, on se situe à peu près au milieu, hein, en septembre. On a eu une réunion de lancement en mai dernier qui a été suivie par deux ateliers. Donc le premier plutôt pour présenter la démarche générale en début juin en distanciel et l'atelier numéro 2 en présentiel qui visait notamment cette question du guide pour voilà, faire des retours d'expérience de la part de professionnels qui, à l'heure actuelle, font déjà ces travaux d'identifier les espèces qui seraient présentes sur certains bâtiments. On a un troisième atelier qui arrive très prochainement, la semaine prochaine en fait, auquel va participer un autre administrateur de l'AFI et qui va concerner davantage la partie réglementaire. Et puis pour les ateliers 4 et 5, je ne sais plus, mais je crois que c'est sur la diapo suivante. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'atelier 4 en octobre qui sera en distanciel, qui sera consacré à quelles mesures on préconise suite au diagnostic et à ses résultats. Et atelier 5 à la communication et à la diffusion de ces deux outils qui sont à construire. Donc, vous voyez que c'est un travail qui est en cours, mais il y a encore tout à fait la possibilité de s'y impliquer. Pour l'instant, la représentation de la FIT s'est faite par des administrateurs qui étaient motivés et volontaires pour cela, mais on est tout à fait preneur d'intégrer à la démarche des membres de l'AFI pour venir nous prêter main forte pour contribuer à ce travail qui nous semble non seulement assez indispensable, mais aussi relever complètement des missions que s'est fixé notre association. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire dans l'immédiat. Éventuellement, si vous avez d'autres questions, on peut essayer d'y répondre et puis on aura à nouveau Abel qui pourra compléter. Mais surtout, nous, on est preneurs là, dans l'immédiat de vos contributions et de vos avis sur la manière dont la FI peut contribuer. Merci Robin, et puis merci à LPO pour le prêt involontaire de ces diapos. Je me suis permis de résumer au tout début la partie contexte et début du projet. J'espère que
j'ai pas fait de bêtises et que ça vous convient. Et après, c'est vrai que le calendrier, du coup, je sais pas s'il y a eu des grands changements par rapport aux dates qui étaient annoncées. Alors, je m'étais permis de changer le 23 au 25 pour l'atelier 3, mais après, le reste, je sais pas, il y a peut-être plus de précisions depuis. Non, il n'y a pas d'autres précisions à apporter. Pour l'instant, le calendrier reste le même. Juste apporter une petite précision sur la publication des livrables. Donc, en l'occurrence, la grille d'analyse et le guide technique. L'objectif, c'est de les produire pour l'année 2026. Donc, on produira d'abord la grille d'analyse. Objectif premier trimestre 2026 et le guide un petit peu plus tard, plutôt vers le troisième trimestre de l'année 2026. Voilà. Sinon, sur les dates des ateliers, il n'y a pas de changement. Ok. La meilleure modalité pour participer? Parce que nous, on peut faire la synthèse, on peut envoyer des gens, et peut-être qu'il y a des formats qui sont déjà prévus, plus ouverts aussi, ou dont on pourrait faire le relais. Non, c'est très bien effectivement de la façon dont vous fonctionnez, pardon, excusez-moi. Effectivement, avec une représentation de la fille. Après, s'il y a des gens qui souhaitent suivre de façon plus détaillée, plus personnelle les ateliers, c'est possible. Voilà, dans la limite des places, puisqu'on met une jauge quand même par atelier, mais c'est tout à fait possible déjà d'être inscrit à la liste de diffusion pour avoir les informations, les comptes rendus aussi des ateliers si vous ne pouvez pas y être. Donc voilà, il suffit de m'envoyer un mail à belle.singal@lpo.fr et je pourrais vous ajouter à la liste de diffusion si vous êtes intéressé. Je rebondis là-dessus. Effectivement, on a les comptes rendus des premiers ateliers, hein, donc on pourra les diffuser, je pense, après ce webinaire pour faire une petite information générale aux membres de la FI. Alors par contre, effectivement, pour les non-membres de la FI, pour l'instant, vous n'êtes pas dans notre Google Group, donc si vous voulez les recevoir, n'hésitez pas à nous contacter directement, il n'y a pas de souci. Il faut payer. Non, non, bien sûr, t'es bienvenue. Alors, on avait fait une petite diapo un petit peu pour lancer les discussions. Alors, c'est soit autour du sujet du prochain atelier qui arrive vite, c'est la semaine prochaine, comme l'a dit Robin. Sinon, plus largement sur le rôle de la FID, qui est de représenter les écologues dans leur quotidien, dans leur métier, avec les règles de l'écologie. Est-ce que ce qu'on s'est dit, mais c'était rapide, est-ce que vous avez des grandes idées de retour d'expérience? La parole est à vous. Peut-être notamment de la part des quelques personnes qui travaillent déjà sur le sujet. Voilà, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en termes de priorité, en termes de contraintes aussi, qui à l'heure actuelle font que c'est potentiellement difficile de mener ces diagnostics? Allez, je vais me lancer, Guillaume Ponsonneil, ça brisera la glace. Les autres questions arriveront probablement juste comme ça. Enfin, ce qui m'est venu en premier à l'idée, là, sur les deux derniers exemples que j'ai pu traiter, qui étaient vraiment sur des constructions de l'immobilier. On va faire simple. La nature, la destination de l'immobilier était complètement différente, mais c'était de l'immobilier. J'avais des maîtres d'ouvrage qui étaient bien concernés, qui voulaient vraiment faire les choses, alors je parle un peu trivialement, mais proprement, et qui n'y connaissaient rien, mais qui voulaient vraiment faire les choses proprement. Enfin, un des points sur lequel on a eu un peu de difficulté, mais finalement ça s'est très bien passé, et je vais venir à ma question là-dessus, c'est qu'on a eu des diagnostics très en silo, enfin chacun sa spécialité. Je le caricature un peu là volontairement, mais par taxon, on avait des choses sur les oiseaux, on avait des choses sur les chauves-souris, on avait des choses sur les insectes même. Enfin bon, voilà, il y avait des choses sur la végétation, il y avait des choses liées à l'eau parce qu'on avait des contextes de mare, etc., etc. Et si on n'était pas passé par une rédaction, et en l'occurrence, ça a été mon travail de faire une synthèse de ça et de mettre les écologues autour d'une table, on avait carrément des prescriptions complètement antagonistes ce qui arrive couramment. Voilà. Donc en fait, quand on arrive après à réunir tout le monde alors je vais peut-être avoir un mot un peu fort, mais quand on demande aux gens de dire, ben, il va falloir considérer cet espace-là comme un système. Alors certes, hein, c'est des systèmes de quelques milliers de mètres carrés, ou bon, pour un projet un peu plus grand, il y avait un peu quelques hectares. Mais on va galérer
à avoir des choses qui rentrent dans le moule pour que le maître d'ouvrage, qui veut bien faire en plus, puisse tout porter. Parce qu'on avait, enfin, je prends l'exemple, je vais être très concret, hein, d'une prescription, alors je sais plus dans quel sens c'était, dans un sens ou dans l'autre, mais d'une prescription sur une haie qui faisait partie d'une priorité 1 d'un côté, une haie parallèle à un axe routier, et dans un autre, et ça devait être côté chiroptère, on avait une prescription qui nous disait surtout ne pas implanter de haies le long de cette route-là pour éviter la mortalité. Enfin, si j'amène ça de façon brute à mon maître d'ouvrage et devant l'administration et devant les certificateurs, enfin, je me tire une balle dans le pied moi et je tire une balle dans le genou du maître d'ouvrage. Et je suis pas sûr qu'il nous rappelle le lendemain quand il veut faire les choses. Voilà, je vous lâche ça un peu de façon un peu brute, mais c'était vous par rapport en termes de méthodo, parce que c'est des choses que vous devez bien évidemment connaître, en termes de méthodo, là, par rapport à vos grilles d'analyse et puis demain le petit guide, ça doit pas être des choses si faciles que ça je sais pas si vous l'appréhendez, cette problématique-là. Voilà, je vous lâche ça de façon un petit peu brute. C'est des réactions, des compléments par rapport à ce que vient de dire Grégory. Ah ben, j'ai vu que tu avais peut-être une réaction, je l'ai pas loupé. Non, c'était juste, voilà, je me demandais si j'apportais une réponse, mais effectivement, ça, c'est des réflexions qu'on a eu déjà dans les ateliers. Effectivement, cette nécessité d'harmoniser, y compris entre spécialités et d'appréhender bien les taxons de façon globale. Donc, c'est effectivement un questionnement qu'on a en tête et qui sera traité dans le guide technique. Voilà. Après, pour apporter une petite précision aussi que j'ai pas apporté tout à l'heure. Euh, on en a beaucoup discuté, mais nous, le guide, on va vraiment se concentrer uniquement sur la partie bâtiment, c'est-à-dire qu'on ne traitera pas des abords du bâtiment, ce qui est voilà, ce qui est un choix, c'est assez arbitraire, mais voilà, l'idée c'est vraiment de se concentrer sur le bâti en lui-même, qu'est-ce qu'on peut avoir comme faune sur le bâti en lui-même. Voilà, c'était juste pour apporter cette petite précision. Bah, c'est une précision extrêmement importante pour moi parce que voilà, j'aurais pu commencer par celle-là, je me rendais pas compte voilà, du périmètre de la notion de bâti. Est-ce que c'est l'aménagement Ouais. global d'un projet immobilier ou est-ce que voilà, on est sur le Mm. bâti pur et dur entre guillemets? Non, non, mais c'est très bien, c'est une précision importante. Ouais, précision importante. Après, enfin, c'est quand même la volonté aussi nous de dépasser au-delà du projet, de voir comment est-ce qu'on peut adapter aussi nos discours plus largement dans la FI à ce type de situation. Donc, c'est important de savoir même ce qui se passe en dehors pour nous. En tout cas, je note bien, c'est super intéressant. Natacha? Alors, moi, je faire la suite là par rapport au bâti et vraiment se concentrer sur le bâti. Moi, j'ai été sollicitée par une Comcom en zone de montagne pour faire le diagnostic avant ITE, en sachant que les travaux ITE étaient déjà prévus dans le temps, en sachant que du coup aussi on a quand même une contrainte, c'est l'hiver et la neige, et que du coup il faut que les enduits soient posés avant le moment de froid. C'est comment on peut faire pour sensibiliser tout ce qui est comme maître d'ouvrage, d'anticiper ça bien en avance et pas se retrouver sur une fenêtre de temps où on va avoir du diagnostic hirondelle martinet à faire au mois d'avril en montagne. Ils sont pas encore arrivés, ils sont encore au pays, encore au chaud. Et voilà, de comment on peut faire pour, sans parler des chiros, hein, enfin, par contre, voilà, au niveau de la Comcom, elle voulait quelque chose sur aussi bien les chiroptères que sur les oiseaux, parce qu'elle avait cette sensibilité-là. Par contre, elle était complètement en dehors de la fenêtre de temps. On était beaucoup trop tôt dans la saison pour qu'ils soient encore là. Donc, c'est comment on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on passe sur les inventaires potentiels? Est-ce qu'on regarde ce qui se passe autour en disant que potentiellement il y a quelque chose? Et comment on fait pour gérer du coup les ITE? Mm. Et l'anticipation et faire de la com et de la sensibilisation autour de ça. Ouais. Alors, je vais peut-être répondre à celle-là parce que c'est vrai que c'est un sujet qui a été évoqué dans le précédent atelier et des retours d'expérience effectivement qui sont partagés par pas mal d'experts. Alors déjà, la grille d'analyse, elle a justement cette vocation d'être un outil qui est à disposition très tôt dans la conception du projet et qui peut permettre du coup d'anticiper à quel moment de l'année avoir lieu ces diagnostics. Et bah, malgré tout, ça n'empêchera pas forcément d'avoir des cas comme ça où il faut faire les choses dans l'urgence et où d'autres contraintes empêchent de faire les diagnostics au bon moment de l'année. Et ce qu'évoquait pas mal d'experts présents, c'était le fait de considérer tout habitat potentiel. Alors d'ailleurs, c'était plus
je sais plus quel était le terme, mais il y avait une expression, voilà, de considérer que si des fissures pouvaient servir d'habitat pour ces espèces, eh ben, il fallait les considérer comme des habitats, quand bien même on n'a pas de traces immédiates de la présence de l'espèce. Il peut y avoir des traces anciennes, et ça veut dire que ces habitats peuvent être potentiellement réutilisés à l'avenir. Et donc, certains avaient une approche comme ça euh, assez complète de se dire, bah, on va tous les prendre en compte. Sachant que c'était une des découvertes de cet atelier, dans le cadre d'isolation par l'extérieur, il y a aujourd'hui des techniques qui permettent de conserver des fissures, des creux existants, sans remettre en question l'efficacité de l'isolation. Donc c'est quelque chose sur lequel on pourra insister euh, comment dire, je trouve plus le terme. Dans les livrables, voilà, qui sont prévus par ce travail. Ouais, je confirme ce que dit Robin. Moi, j'avais participé à la première visio sur justement le premier objectif, la grille d'analyse pour les non-écologues, et il avait été beaucoup question aussi de sensibilisation complémentaire à la grille d'analyse, quoi. Ne serait-ce que pour qu'elle soit bien appropriée, que les notions soient bien comprises et que du coup l'évaluation elle soit euh, la plus objective possible par rapport à ce que sont ces espèces et leur réalité. Donc, moi, j'ai pas suivi du coup ce qui a été fait après, mais en tout cas, c'est effectivement une problématique qui, dans mes souvenirs, avait été bien énoncée. Est-ce que, il y a d'autres témoignages? Est-ce qu'il y a pour préparer le prochain atelier spécifiquement sur les cadres réglementaires et la séquence ERC, est-ce qu'il y a... Éventuellement, oui, j'avais plus un questionnement sur l'intégration des architectes des bâtiments de France dans toutes ces réflexions liées à la biodiversité dans le bâti. Parce que nous, on a régulièrement le cas sur des opérations de réhabilitation de patrimoine historique, de difficultés à intégrer des compensations in situ, ce qui est le mieux en termes d'efficacité, du fait des restrictions des ABF. Je pense notamment même à l'intégration de nichoirs discrets. On a des refus d'intégrer des nichoirs à partir du moment où ils sont en façade. On peut avoir vraiment un refus net des ABF. Donc on en vient à opposer architecture et biodiversité au lieu de réussir à lier les deux. Et c'était pour ça que je me posais la question si les ABF étaient aussi concernés par les sensibilisations, par les projets qui pouvaient être menés à l'échelle nationale sur la biodiversité dans le bâti. Oui, ça c'est une difficulté. Ouais. Abel, je te laisserai compléter après peut-être. Et effectivement, pour l'instant, le statut des ABF est assez particulier. Ils ont vraiment une autorité qui est très forte sur tous les projets et ça pose des contraintes d'un point de vue de l'écologie, mais aussi sur plein d'autres sujets. Euh, donc c'est évidemment une des cibles possibles. Je pense que ce qui peut beaucoup nous aider en termes d'argumentaire, c'est des retours d'expérience sur des bâtiments qui sont protégés et qui ont pu justement intégrer sans, sans défigurer le bâtiment ce type d'aménagement. Et notamment, on a eu quelques exemples en photo qui étaient assez bluffants au dernier atelier, de façades refaites avec des prescriptions architecturales assez fortes, mais justement en conservant certains creux et qui s'intégraient complètement dans l'esthétique du bâtiment, tout en gardant un intérêt écologique assez fort. Peut-être, je ne sais pas si Abel, tu as d'autres choses à... Non, bah, du coup, tu as, tu as bien résumé ce que je voulais te dire aussi. Voilà, juste pour préciser que dans ce groupe de travail là, on n'a pas d'architecte des bâtiments de France qui en fait partie, mais on échange avec eux le plus possible et de façon plus générale d'ailleurs avec des architectes sur effectivement cette question de comment intégrer des éléments pour la biodiversité qui puissent voilà être acceptables aussi d'un point de vue esthétique, d'un point de vue architectural sur des monuments historiques notamment.
Et effectivement, hein, comme disait Robin, on a eu des illustrations de ça au dernier atelier du groupe de travail. Parce que sinon, il y a d'autres sujets qui ont pas, pour le coup, pas encore été abordés, qui vous viennent à l'esprit par rapport à ce sujet-là. Il y avait beaucoup de collègues qui travaillaient au final, il me semble, sur ces questions de réglementaire, de bâti, d'inventaire. Je ne sais pas si vous avez des situations personnelles qui peuvent alimenter tout ça, même si ça peut vous paraître pas forcément pertinent, ça peut l'être. Je savais pas comment dire ça autrement, désolé. Oui, moi j'avais une question. C'était par rapport à la destination du guide de la LPO. Est-ce que ce sera un guide tout public ou à destination que des professionnels? Alors le guide qui est prévu pour ce groupe de travail, pour ce projet, c'est un guide qui sera diffusé de façon très large sur le site internet de la LPO, donc accessible à tout un chacun. Après, l'idée, c'est quand même de faire un guide technique et méthodologique pour la réalisation de diagnostics sur la faune du bâti. Donc, c'est vraiment de concevoir un guide pour les écologues qui sont amenés à réaliser ce type de diagnostic. Mais voilà, ce sera quand même accessible à tout le monde qui souhaite en prendre connaissance, qui souhaite le télécharger. Je, je m'interrogeais, moi, il y avait, moi, c'est plutôt à titre personnel, mais il y a aussi toutes les espèces là, on parle des espèces qu'on souhaiterait accueillir dans les bâtis, faire des aménagements, etc. Il y a aussi, est-ce qu'il y a un volet sur toutes les espèces entre guillemets nuisibles ou plutôt indésirables qui sont aussi dans les bâtis et là où il y a des personnes, on va dire, qui sont non experts et qui on leur proposerait des solutions aussi pour ces espèces-là. Je pense notamment à tout ce qui est Loire, l'Hérault, qui se mettent dans les comptes, par exemple. Est-ce que le guide aussi a vocation à répondre à ce genre de problématique? Eh bien, ça, c'est une question qui n'est pas entièrement tranchée encore. Nous, c'est vrai que c'est pas les espèces sur lesquelles on se concentre dans le cadre de ce guide. On se concentre vraiment sur les espèces protégées qui sont inféodées au milieu bâti. Mais cela étant, effectivement, c'est une question qui est importante, qui a été soulevée, et il est tout à fait possible qu'on traite, alors pas de façon centrale, mais en quelques qu'on mentionne en tout cas effectivement cette problématique de ces espèces qui sont pas forcément désirées dans le bâti. Ok. Parce que, bon, moi, là, du coup, à titre de retour d'expérience personnelle, j'ai eu ce genre de problématique chez moi. Bon, voilà, comme je suis écologue un peu, je me suis intéressé au sujet et j'ai rien trouvé en littérature, vraiment en biblio, vraiment, voilà, sur des guides de référence. Et je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, tiens, enfin, je savais que vous travaillez sur ces sujets-là, que ça pouvait être aussi une bonne chose de l'intégrer. Parce que, bon, tout le monde connaît la LPO, même les particuliers. Donc, je pense que ce serait une bonne chose de pouvoir intégrer ce genre aussi de problématiques qui sont pas des problématiques, je veux dire, qui sont isolées, hein. Je veux dire, il y a beaucoup de monde notamment les personnes qui habitent à la campagne, qui elles-mêmes font de la rénovation chez elles, par exemple dans les combles ou du toit, etc., qui sont confrontées à ce genre de choses. Donc, c'est pas des problématiques anodines, quoi. Hmm. Oui, je pense que c'est d'autant plus intéressant de l'évoquer et de faire la distinction avec les espèces qui sont visées par le guide directement pour éviter qu'il y ait des amalgames voilà, qui seraient tout à fait compréhensibles et que des personnes soient réticentes voilà, à préserver les habitats pour la vie faune par peur que ça puisse aussi profiter à d'autres espèces qui les dérangent. Et je pense qu'effectivement, quand on a été soi-même confronté à la présence de ces espèces-là, c'est pas forcément évident d'être ouvert sur le sujet. Donc
Donc ouais, je pense que c'est pas faut pas garder d'angle mort là-dessus parce que en termes de sensibilisation, ça va être un point important. C'est-à-dire que dans les guides, on traite souvent de la faune patrimoniale, et c'est vrai que la faune dite ordinaire, bon, même si c'est vrai que c'est pas de la faune qui est forcément désirée dans les bâtis, bon, elle a quand même une valeur, hein, c'est quand même de la faune voilà, sauvage. Et donc, voilà, je pense qu'il y a des mesures aussi qui peuvent être intéressantes à mettre en place à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça répond aussi à une problématique qui peut se poser, quoi. Mais effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il faut bien communiquer et que ça ne rende pas non plus les gens hostiles à accueillir toute faune au sein des bâtiments, quoi. Pierre? Oui, comme je vous l'ai dit, je suis archéologue et je travaille dans une DRAC, dans une direction régionale des affaires culturelles, dans un service régional de l'archéologie, et je travaille très régulièrement avec les UDAP, donc les ABF et la conservation régionale des monuments historiques. Je vous écoute avec énormément d'intérêt. Je connais le degré de prescription et de difficulté que vous avez, vous, écologues, par rapport à ce que nous imposons, quels que soient les services déconcentrés du ministère de la Culture en DRAC. Et j'écoutais la personne de la LPO. Moi, je pense que vous parliez de communication et d'information, c'est extrêmement important. Ça se fait sans doute déjà, mais que vous veniez. Notre rôle, c'est de vous accueillir aussi, de vous nous présentiez cette grille d'analyse et ce futur guide. C'est absolument déterminant. Et je sais que sur le territoire national, métropolitain ou ultramarin, il y a des partenariats très forts entre vous, écologues et LPO. Ponctuellement, je crois que la DRAC, ça doit être PACA, un conventionnement avec la LPO, mais ce n'est pas le cas dans toutes les DRAC. Et une des raisons de mon congé scientifique, c'est de se poser, parce que j'étais conservateur régional de l'archéologie, moi adjoint, j'étais chef de service, et de comprendre tout ce que vous faites et comment on peut travailler ensemble. Et moi, quand je vous écoute, j'entends toutes les problématiques que vous avez déclinées, mais on est acteur socio-économique et donc service de l'État. Et parfois, on a des conflits entre la protection d'un patrimoine dit culturel, parce qu'il n'y a qu'un seul patrimoine, on est tous d'accord là-dessus, et un patrimoine dit naturel, mais je trouve que cette sensibilisation dont vous parlez toutes et tous, elle est extrêmement importante auprès de nous, services de l'État et services prescripteurs, pour que, en fait, très, très en amont, et pas seulement que les immeubles protégés MH, parce que l'archéologie touche en fait tous les bâtiments, c'est que quand on a des opérations de cristallisation, de rénovation ou d'impact au sens archéologique, qu'on travaille ensemble. Et je pense que les procédures, enfin, il y a quelque chose à inventer de ce point de vue-là. Il y a l'aspect réglementaire, code de l'environnement et code du patrimoine, mais se retrouver en mode projet très en amont, ça me paraît essentiel. Je suis un peu long, mais en fait, je vous découvre et je découvre ce que vous faites. Et ma mission pendant un an, c'est de découvrir tout ça et de voir comment on peut travailler ensemble. Mais franchement, la sensibilisation à un niveau très en amont, votre grille d'analyse et votre futur guide, ça me paraît très important auprès des DRAC, très, très important. Et j'avais une autre question pour vous toutes et tous, et notamment le collègue de la LPO. J'ai bien compris que ce guide ne concernerait que le bâti, mais on voit bien qu'il y a des interrogations sur l'environnement autour. Et est-ce qu'il y aura un autre guide ou est-ce qu'il existe déjà sur les jardins, sur l'environnement autour de ce bâti? Parce qu'en fait, vous étudiez un biotope, enfin l'ensemble, et je comprends que vous compartimentez, que ça soit que le bâti, mais il me semble que c'est un ensemble vivant qu'il faut prendre en compte. Ça, je parle à des gens, vous êtes des spécialistes, je ne le suis pas. Voilà, plein de remarques et de questions. Je vais me permettre de répondre du coup à vos différentes questions. Donc d'abord, je vous rejoins complètement sur la nécessité de se parler, de communiquer, d'échanger avec les DRAC, avec les services du patrimoine. Alors on a déjà eu effectivement des expériences de collaboration, mais c'est vrai qu'il y a sans doute un enjeu à aller au-delà. Et donc nous, évidemment, on sera tout à fait disponible pour présenter ce projet et ses outils aussi lorsqu'ils seront finalisés auprès des DRAC, comme vous le suggérez. Je pense que la grille d'analyse, notamment, ça peut être une bonne porte d'entrée, effectivement, de la diffuser auprès de ces acteurs-là. Donc, bien sûr, on sera disponible pour le faire. C'est tout à fait notre but, en fait, de le diffuser auprès de ce type d'acteurs. Et ensuite, sur la question du périmètre du guide, du fait qu'on se concentre vraiment sur le bâti, effectivement, là, c'est un choix qui a été fait pour être vraiment très spécifique
pour répondre à cet enjeu-là sur les bâtiments. Mais effectivement, comme vous le dites, on ne peut pas prendre les choses de façon totalement séparée. Un bâtiment s'inscrit effectivement dans son contexte environnemental. Mais après, effectivement, on considère que sur les questions d'abord des bâtiments, sur les questions de jardin, de gestion des espaces verts, on a déjà des guides qui existent, y compris des guides LPO, mais pas uniquement aussi, hein. Il y a des guides très bien qui sont faits notamment par Plantécité sur ces questions-là. Donc voilà, notre but c'est pas de refaire des guides qui existeraient déjà, aussi c'est voilà d'apporter aussi un regard vraiment sur cette question du bâti en lui-même. Mais effectivement, il n'en reste pas moins qu'un un bâtiment doit être pris dans son contexte. Vous avez raison de poser la question. Merci de vos réponses. Moi, j'ai une question personnelle pour rebondir un petit peu sur cette discussion-là. Enfin, avec notre agence régionale de la biodiversité, et plus ou moins toutes les agences travaillent beaucoup avec les collectivités. Et dans cette question-là, un petit peu de continuité entre le bâti et le reste de l'espace public, en l'occurrence, euh, comment est-ce qu'on pourra quand même présenter les choses aux collectivités, justement, quand on travaille sur sur toutes ces continuités-là, le fait de travailler sur le bâti, de travailler sur le reste, comment est-ce que c'est, enfin, j'essaie de me projeter dans dans l'appropriation de ces outils-là par des collectivités, quand on travaille sur plusieurs choses à la fois, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est anticipé dans la suite du projet ou dans justement la façon avec les livrables. Bah, l'idée, c'est de fournir avec ces outils aussi des outils aux collectivités pour pointer du doigt le fait que il faut prendre en compte le bâti aussi. Mais c'est pas l'idée de dire qu'il faut prendre en compte que le bâti et séparément effectivement les espaces verts, etc. Mais c'est souvent quand même la prise en compte de la biodiversité dans, on va dire, les espaces végétalisés, etc. est quand même un petit peu plus avancée. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir dire qu'il y a aussi cette question des bâtiments qui est importante. Après, la façon précise dont les collectivités vont se l'approprier, c'est quelque chose qui peut être amené encore à évoluer. C'est quelque chose qui pourra être débattu notamment lors de l'atelier 5. Hein, vous avez présenté tout à l'heure le calendrier, dont l'atelier 5 on consacrera à la stratégie de diffusion et de communication autour de ce guide. Et donc ça, c'est aussi des questions auxquelles il faudra répondre. Comment on le diffuse et avec quel type de message pour quel type d'appropriation. Donc c'est voilà, on est ouvert aux suggestions aussi sur ces questions-là. Bonjour à tous, je mets ma caméra. Du coup, je suis Marion Lierman, je suis écologue. Je travaille énormément avec tout ce qui est le bâti, justement, parce qu'on est avec les maîtrises d'ouvrage de construction immobilière, logement et tertiaire. Et moi, mon retour d'expérience que j'ai sur le sujet, c'est que c'est plutôt l'impact du bâti sur les espèces protégées. Là-dessus, en gros, c'est surtout quand on parle de bâtiments tertiaires, c'est-à-dire fortement vitrés, on a des impacts sur les oiseaux, soit ceux qui restent sur place, soit les oiseaux migrateurs. Et aujourd'hui, en tant qu'écologue assistant de sa maîtrise d'ouvrage, on va dire, il est difficile d'imposer des solutions contre cet impact sur les projets. Alors que ce soit esthétique, enfin par manque pour eux d'esthétisme du style, si on essaye de flouter quelques vitrages ou autres, en fait, ça change complètement le projet d'un point de vue visuel pour les architectes. Ou simplement d'un point de vue financier, puisque nous, on essaye d'imposer des types de vitrages avec des réflexions différentes pour que les oiseaux puissent voir le bâti. Et aujourd'hui, voilà, comme on sait, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre dans les projets. On n'arrive pas à imposer, on n'arrive pas à contourner ça, enfin, c'est extrêmement compliqué. Au-delà de juste mettre un nichoir en bâti, j'ai envie de dire, pour les espèces protégées type martinet ou hirondelle. Les chiroptères, j'en parle même pas parce que ça c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, rien que l'impact du bâti sur les populations aviphones, c'est problématique. Je voulais savoir si déjà vous allez traiter de ce sujet d'impact du bâti
sur les espèces. Et deuxième chose, c'est le retour d'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que voilà, on est pieds et mains liés sur beaucoup de choses à cause du financier, et que aujourd'hui on se retrouve avec des bâtiments labellisés Biodiversity, EFI Nature, tout ce que vous voulez, mais en termes de fonctionnement, quand ils sont construits, c'est une catastrophe écologique, quoi. Donc j'ai plusieurs exemples, je ne citerai pas parce que je ne veux pas voilà être mal poli là-dessus, mais voilà, ça arrive quotidiennement. Donc voilà, c'est les deux questions que je que je pose. Il me semble que c'est un sujet qui est évoqué dans le guide que j'ai évoqué un petit peu plus tôt, biodiversité et bâti. Euh, et à titre personnel, moi, j'essaye de convaincre les collectivités que j'accompagne de mettre des règles à ce sujet dans les PLU, pour l'instant avec beaucoup de difficultés. Mais à mon avis, c'est un des points par lesquels ça pourrait tout à fait passer. Mais voilà, c'est sûr que si le PLU met des règles à ce sujet sur le type de matériaux et la façon de les utiliser, ça résout pas mal de choses. Lorsque les collectivités n'ont pas envie d'imposer des contraintes derrière, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de recours réglementaire pour l'empêcher. Bah, de toute façon, en plus, ça pourrait être déjà dans le bilan financier dès le début d'un projet, parce que nous, ils nous prennent soit en amont, soit en retard, plus souvent en retard, on va dire, sur les projets. C'est à ce moment-là que ils se rendent compte que tous les vitrages qu'ils ont mis en place ou autres correspondent pas, et que le budget en fait est double en termes de vitrage, et c'est là où on se retrouve coincé. Alors, on a encore le levier label et certification, mais pareil, en fait. Vous pouvez toujours rattraper les points sur autre chose, changer l'exigence. Enfin voilà, ça reste un peu malléable dessus. Mais effectivement, je pense qu'il y a une non-connaissance et une, une problématique à engager depuis le début du bilan financier pour intégrer cela. Et je crois que les gens ne sont pas du tout conscients du nombre de l'impact que ça a, justement, le bâti tertiaire sur la vie faune. Oui, bah, effectivement, pour compléter, donc comme disait Robin, c'est une question sur laquelle on s'est déjà penché effectivement dans le guide rénovation du bâti biodiversité. On a également eu, enfin il y a le CIBI qui a fait donc le Conseil international biodiversité immobilier qui a fait une fiche sur cette question des surfaces vitrées notamment et de leur impact sur la vie faune, donc fiche à laquelle on a participé. Voilà, dans le cadre de ce projet, alors effectivement, dans le guide technique, on pourra traiter des éléments, on va dire, qui sont défavorables à la faune sur le bâti. Après, c'est vrai qu'on se place surtout dans un contexte de diagnostic sur du bâti déjà existant, dans le cadre d'opérations de rénovation ou de démolition éventuellement. On va pas trop être sur de la construction neuve, donc on va peut-être avoir moins cette problématique de grande surface vitrée, même si ça peut arriver. Donc ce sera pas forcément le cœur de ce qui sera traité dans le guide là pour moi, mais encore une fois voilà, c'est aussi amené à évoluer en fonction des ateliers. Mais voilà, pour dire que effectivement c'est une question qui est aussi très importante, et sinon je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux sur les difficultés à, à imposer effectivement la, le fait de ne pas mettre ces surfaces qui peuvent et ces éléments qui peuvent être défavorables à la faune. On est arrivé au terme de l'horaire annoncé. Euh, Alan, Ouais. si je peux juste, excuse-moi. T'es administrateur, donc t'as le droit, hein. Impose-toi, vas-y. Ok, super, merci. Non, mais je voulais juste insister sur ce que Robin avait dit. C'est vrai que bon, je le garde en général, mais moi, je pense que le volet de la planification, il a Mm. aussi énormément de place à prendre sur ce sujet-là, à la fois dans l'évaluation initiale. L'estimation des impacts, ça se fait dans la planification, avant même de proposer des aménagements spécifiques ou des typologies d'aménagement sur les vitrages, par exemple. Il y a le volet impact du PLU, hein. Euh, et ça permettrait aussi peut-être de responsabiliser les collectivités sur leur rôle enfin, sur un impact positif qu'elles peuvent avoir sur la biodiversité, parce que j'ai l'impression aussi qu'on a souvent, quand on a affaire à des élus qui veulent bien faire, on les sent aussi parfois un peu démunis, parce qu'une fois ils ont essayé de planter les haies sur les quelques bords de trottoirs qu'ils avaient, et puis qu'ils ont fait des plans de gestion différenciés, bah,
ils se heurtent à un truc un peu plus compliqué, donc les sensibiliser sur l'impact positif qu'ils peuvent avoir avec juste de la préconisation ou de la réglementation dans les PLU, ça peut vraiment faire bouger les choses sur ce sujet-là en tout cas. Et on parlait tout à l'heure de la question de à quel moment et comment présenter les choses aux collectivités. Autant à l'heure actuelle, je suis pas sûr que ça soit facile d'intégrer dans les PLU des éléments vraiment contraignants sur le sujet de la rénovation du bâti, mais c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, hein. En revanche, ça peut être le bon moment effectivement pour les sensibiliser à ce sujet, pour que la conscience du fait que c'est un enjeu soit déjà présente dans leur esprit lorsque ils se retrouvent soit maître d'ouvrage, soit en tout cas à donner des autorisations pour des rénovations et qu'ils puissent l'avoir suffisamment tôt en tête. Et comme on a de plus en plus dans les PLU des éléments qui relèvent davantage de recommandations et voilà, de suggestions auprès des porteurs de projets, ça peut être bien de faire passer quelques messages à ce moment-là aussi. On a une dernière demande de prise de parole. Oui, Ludovic Lucas, Aglo de La Rochelle. Je voulais juste signaler que euh, les services qui sont le plus confrontés, entre guillemets, à cette thématique, ce sont les services de l'urbanisme réglementaire chez nous. Donc, c'est eux qui ont les dossiers, justement, de modification de façade, etc. Donc, moi, je suis écologue dans une agglo. Déjà, j'ai pas un profil, c'est pas un cas très courant. Donc, autant dire que les communautés de communes qui sont des échelles plus petites, il y a encore moins ce type de postes et qui sont plus nombreuses. Il faut avoir en tête que si on veut toucher un maximum de monde, c'est ces collègues de l'urbanisme réglementaire qui sont les plus sujets à avoir vraiment un impact. Nous, c'est eux justement qu'on forme, on fait des formations biodives avec la LPO et c'est eux qu'on essaye de former au maximum justement sur la thématique. Euh, il y a également un gros intérêt à former toutes les entreprises qui interviennent sur la rénovation du bâti. Par contre, mon collègue qui chapeaute ça, entre nous, a tendance à dire que mais, déjà, que tout le monde travaille correctement sur la rénovation du bâti sera déjà une bonne chose. Donc après, on intégrera la biodive. Euh, et pour l'avoir fait dans le cadre perso, c'est vrai que même des entreprises RGE font du travail de sagouin. Donc voilà, c'était juste pour signaler que voilà, ce service urbanisme réglementaire était très important et qu'il faut, entre écologues, on va savoir trouver des termes techniques, trouver plein de choses. Il faut savoir vulgariser le propos. Il y a des questions de période, il y a des questions de comment ils peuvent avoir des informations. Et tout ça, je pense qu'il faudrait que ça apparaisse dans le document. J'ai bien tout pris en note. Désolé pour du coup le petit délai. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, pour respecter les horaires, vous permettre à tous d'aller manger et reprendre votre travail paisiblement. Merci beaucoup à tous les participants. Un grand merci à Abel d'avoir participé, d'être venu. Du coup, ça a transformé toutes les questions qu'on aurait pu avoir en une bonne partie de réponses. Donc, vraiment, merci d'être passé nous voir. Merci à tous ceux qui apportaient des questions. Si vous en avez d'autres, il me semble que j'avais mis un diapo avec des contacts, mais vous retrouverez tout ça aussi sur le site internet de la FI. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez d'autres retours d'expérience, d'autres idées, envie de partager des documents et tout ça, envie d'adhérer à la FI aussi, on ne sait jamais. Du coup, on se retrouve peut-être dans les prochains mois sur un futur événement de la FI, peut-être aussi par mail pour s'envoyer les informations autour de ce projet-là. Encore une fois, un grand merci à tous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci Merci, beaucoup. à Merci, au bientôt. revoir.